Victor Hugo, le dernier jour d'un condamné. Chapitre 12. Je suis revenu m'asseoir précipitamment sur ma paille, la tête dans les genoux. Puis mon effroi d'enfant s'est dissipé, et une étrange curiosité m'a repris de continuer la lecture de mon mur. À côté du nom de Papavoine, j'ai arraché une énorme toile d'araignée, tout épaissie par la poussière et tendue à l'angle de la muraille. Sous cette toile, il y a 4 ou 5 noms parfaitement lisibles, parmi d'autres dont il ne reste rien qu'une tache sur le mur. Dautin, 1815. Poulain, 1818. Jean Martin, 1821. Castin, 1823. J'ai lu ces noms, et de lugubres souvenirs me sont venus. Dautin, celui qui a coupé son frère en quartier et qui allait la nuit dans Paris jetant la tête dans une fontaine et le tronc dans un égout. Poulain, celui qui a assassiné sa femme. Jean Martin, celui qui a tiré un coup de pistolet à son père au moment où le vieillard ouvrait une fenêtre. Castin, ce médecin qui a empoisonné son ami et qui, le soignant dans cette dernière maladie qu'il lui avait faite, au lieu de remède lui redonnait du poison, et auprès de cela, Papavoine, l'horrible fou qui tuait les enfants à coups de couteau sur la tête. Voilà, me disais-je, et un frisson de fièvre me montait dans les reins. Voilà quels ont été avant moi les hôtes de cette cellule. C'est ici, sur la même dalle où je suis, qu'ils ont pensé leurs dernières pensées, ces hommes de meurtre et de sang. C'est autour de ce mur, dans ce carré étroit, que leurs derniers pas ont tourné comme ceux d'une bête fauve. Ils se sont succédés à de courts intervalles. Il paraît que ce cachot ne désemplit pas. Ils ont laissé la place chaude, et c'est à moi qu'ils l'ont laissée. J'irai à mon tour les rejoindre au cimetière de Clamart, où l'herbe pousse si bien. Je ne suis ni visionnaire, ni superstitieux. Il est probable que ces idées me donnaient un accès de fièvre, mais pendant que je rêvais ainsi, il m'a semblé tout à coup que ces noms fatals étaient écrits avec du feu sur le mur noir. Un tintement de plus en plus précipité a éclaté dans mes oreilles. Une lueur rousse a rempli mes yeux. Et puis il m'a paru que le cachot était plein d'hommes étranges qui portaient leur tête dans leur main gauche, et la portaient par la bouche parce qu'il n'y avait plus de chevelure. Tous me montraient le poing, excepté le parricide. J'ai fermé les yeux avec horreur, alors j'ai tout vu plus distinctement. Rêve, vision ou réalité, je serais devenu fou si une impression brusque ne m'eût réveillé à temps. J'étais prêt à tomber à la renverse lorsque j'ai senti se traîner sur mon pied nu un ventre froid et des pattes velues. C'était l'araignée que j'avais dérangée et qui s'enfuyait. Cela m'a dépossédé. Oh, les épouvantables spectres! Non, c'était une fumée, une imagination de mon cerveau vide et convulsif. Chimère à la Macbeth. Les morts sont morts, ceux-là surtout. Ils sont bien cadenassés dans le sépulcre. Ce n'est pas là une prison dont on s'évade. Comment se fait-il que j'ai eu peur ainsi ? La porte du tombeau ne s'ouvre pas en dedans. Chapitre 13. J'ai vu, ces jours passés, une chose hideuse. Il était à peine jour, et la prison était pleine de bruit. On entendait ouvrir et fermer les lourdes portes, grincer les verrous et les cadenas de fer, carillonner les trousseaux de clés entrechoqués à la ceinture des geôliers, trembler les escaliers du haut en bas sous des pas précipités, et des voix s'appeler et se répondre des deux bouts des longs corridors. Mes voisins de cachot, les forçats en punition, étaient plus gais qu'à l'ordinaire. Tout Bicêtre semblait rire, chanter, courir, danser. Moi, seul muet dans ce vacarme, seul immobile dans ce tumulte, étonné et attentif, j'écoutais. Un geôlier passa. Je me hasardai à l'appeler et à lui demander si c'était fête dans la prison. « Fête si l'on veut, » me répondit-il. « C'est aujourd'hui qu'on fait les forçats qui doivent partir demain pour Toulon. Voulez-vous voir, cela vous amusera. » C'était en effet, pour un reclus solitaire, une bonne fortune qu'un spectacle, si odieux qu'il fût. J'acceptai l'amusement. Le guichetier prit les précautions d'usage pour s'assurer de moi, puis me conduisit dans une petite cellule vide et absolument démeublée, qui avait une fenêtre grillée, mais une véritable fenêtre à hauteur d'appui, et à travers laquelle on apercevait réellement le ciel. « Tenez, me dit-il, d'ici vous verrez et vous entendrez. Vous serez seul dans votre loge comme le roi. » Puis il sortit et referma sur moi serrure, cadenas et verrous. La fenêtre donnait sur une cour carrée assez vaste, et autour de laquelle s'élevait des 4 côtés, comme une muraille, un grand bâtiment de pierre de taille à 6 étages. Rien de plus dégradé, de plus nu, de plus misérable à l'œil que cette quadruple façade percée d'une multitude de fenêtres grillées auxquelles se tenaient collés, du bas en haut, une foule de visages maigres et blêmes, pressés les uns au-dessus des autres, comme les pierres d'un mur, et tous, pour ainsi dire, encadrés dans les entrecroisements des barreaux de fer. C'étaient les prisonniers, spectateurs de la cérémonie en attendant leur jour d'être acteurs.
On eût dit des âmes en peine aux soupiraux du purgatoire qui donne sur l'enfer. Tous regardaient en silence la cour vide encore. Ils attendaient. Parmi ces figures éteintes et mornes, çà et là brillaient quelques yeux perçants et vifs comme des pointes de feu. Le carré de prison qui enveloppe la cour ne se referme pas sur lui-même. Un des 4 pans de l'édifice, celui qui regarde le levant, est coupé vers son milieu et ne se rattache au pan voisin que par une grille de fer. Cette grille s'ouvre sur une seconde cour, plus petite que la première et, comme elle, bloquée de murs et de pignons noirâtres. Tout autour de la cour principale, des bancs de pierre s'adossent à la muraille. Au milieu se dresse une tige de fer courbée destinée à porter une lanterne. Midi sonna. Une grande porte cochère, cachée sous un enfoncement, s'ouvrit brusquement. Une charrette, escortée d'espèces de soldats sales et honteux, en uniforme bleu, à épaulettes rouges et à bandoulières jaunes, entra lourdement dans la cour avec un bruit de ferraille. C'étaient la chiourme et les chaînes. Au même instant, comme si ce bruit réveillait tout le bruit de la prison, les spectateurs des fenêtres, jusqu'alors silencieux et immobiles, éclatèrent en cris de joie, en chansons, en menaces, en imprécations mêlées d'éclats de rire poignants à entendre. On eût cru voir des masques de démons. Sur chaque visage parut une grimace. Tous les poings sortirent des barreaux, toutes les voix hurlèrent, tous les yeux flamboyèrent, et je fus épouvanté de voir tant d'étincelles reparaître dans cette cendre. Cependant les argousins, parmi lesquels on distinguait, à leurs vêtements propres et à leur effroi, quelques curieux venus de Paris, les argousins se mirent tranquillement à leur besogne. L'un d'eux monta sur la charrette et jeta à ses camarades les chaînes, les colliers de voyage et les liasses de pantalons de toile. Alors ils se dépecèrent le travail. Les uns allèrent étendre dans un coin de la cour les longues chaînes qu'ils nommaient dans leurs argots les ficelles, les autres déployèrent sur leurs pavés les taffetas, les chemises et les pantalons, tandis que les plus sagaces examinaient un à un, sous l'œil de leur capitaine, petit vieillard trapu, les carcans de fer qu'ils éprouvaient ensuite en les faisant étinceler sur le pavé. Le tout aux acclamations railleuses des prisonniers, dont la voix n'était dominée que par les rires bruyants des forçats pour qui cela se préparait et qu'on voyait relégués aux croisées de la vieille prison qui donne sur la petite cour. Quand ces apprêts furent terminés, un monsieur brodé en argent, qu'on appelait monsieur l'inspecteur, donna un ordre au directeur de la prison. Et un moment après, voilà que 2 ou 3 portes basses vomirent presque en même temps, et comme par bouffées, dans la cour, des nuées d'hommes hideux, hurlant et déguenillés. C'étaient les forçats. À leur entrée, redoublement de joie aux fenêtres. Quelques-uns d'entre eux, les grands noms du bagne, furent salués d'acclamations et d'applaudissements qu'ils recevaient avec une sorte de modestie fière. La plupart avaient des espèces de chapeaux tressés de leurs propres mains avec la paille du cachot, et toujours d'une forme étrange, afin que dans les villes où l'on passerait, le chapeau fît remarquer la tête. Cela était plus applaudi encore. Un, surtout, excita des transports d'enthousiasme. Un jeune homme de 17 ans, qui avait un visage de jeune fille. Il sortait du cachot, où il était au secret depuis 8 jours. De sa botte de paille, il s'était fait un vêtement qui l'enveloppait de la tête aux pieds, et il entra dans la cour en faisant la roue sur lui-même avec l'agilité d'un serpent. C'était un baladin condamné pour vol. Il y eut une rage de battements de mains et de cris de joie. Les galériens y répondaient, et c'était une chose effrayante que cet échange de gaieté entre les forçats en titre et les forçats aspirants. La société avait beau être là, représentée par les geôliers et les curieux épouvantés, le crime la narguait en face, et de ce châtiment horrible faisait une fête de famille. À mesure qu'ils arrivaient, on les poussait, entre 2 haies de garde-chiourme, dans la petite cour grillée, où la visite des médecins les attendait. C'est là que tous tentaient un dernier effort pour éviter le voyage, alléguant quelque excuse de santé, les yeux malades, la jambe boiteuse, la main mutilée. Mais presque toujours on les trouvait bons pour le bagne. Et alors chacun se résignait avec insouciance, oubliant en peu de minutes sa prétendue infirmité de toute la vie. La grille de la petite cour se rouvrit. Un gardien fit l'appel par ordre alphabétique, et alors ils sortirent un à un, et chaque forçat s'alla ranger debout dans un coin de la grande cour, près d'un compagnon donné par le hasard de sa lettre initiale. Ainsi chacun se voit réduit à lui-même. Chacun porte sa chaîne pour soi, côte à côte avec un inconnu. Et si par hasard un forçat a un ami, la chaîne l'en sépare. Dernière des misères. Quand il y en eut à peu près une trentaine de sorties, on referma la grille. Un argousin les aligna avec son bâton, jeta devant chacun d'eux une chemise, une veste et un pantalon de grosse toile, puis fit un signe, et tous commencèrent à se déshabiller. Un incident inattendu vint, comme à point nommé, changer cette humiliation en torture. Jusqu'alors le temps avait été assez beau, et, si la bise d'octobre refroidissait l'air, de temps en temps aussi elle ouvrait çà et là dans les brumes grises du ciel une crevasse par où tombait un rayon de soleil.
Mais à peine les forçats se furent-ils dépouillés de leur haillon de prison, au moment où ils s'offraient nus et debout à la visite soupçonneuse des gardiens et au regard curieux des étrangers qui tournaient autour d'eux pour examiner leurs épaules, le ciel devint noir. Une froide averse d'automne éclata brusquement et se déchargea à torrents dans la cour carrée, sur les têtes découvertes, sur les membres nus des galériens, sur leurs misérables seyons étalés sur le pavé. En un clin d'œil, le préau se vida de tout ce qui n'était pas argousin ou galérien. Les curieux de Paris allèrent s'abriter sous les auvents des portes. Cependant, la pluie tombait à flots. On ne voyait plus dans la cour que les forçats nus et ruisselants sur le pavé noyé. Un silence morne avait succédé à leur bruyante bravade. Ils grelottaient, leurs dents claquaient, leurs jambes maigries, leurs genoux noueux s'entrechoquaient. Et c'était pitié de les voir appliquer sur leurs membres bleus ces chemises trempées, ces vestes, ces pantalons dégoûtants de pluie. La nudité eût été meilleure. Un seul, un vieux, avait conservé quelque gaieté. Il s'écria, en s'essuyant avec sa chemise mouillée, que cela n'était pas dans le programme, puis se prit à rire en montrant le poing au ciel. Quand ils eurent revêtu les habits de route, on les mena par bandes de 20 ou 30 à l'autre coin du préau, où les cordons allongés à terre les attendaient. Ces cordons sont de longues et fortes chaînes, coupées transversalement de 2 en 2 pieds par d'autres chaînes plus courtes, à l'extrémité desquelles se rattache un carcan carré, qui s'ouvre au moyen d'une charnière pratiquée à l'un des angles et se ferme à l'angle opposé par un boulon de fer, rivé pour tout le voyage sur le cou du galérien. Quand ces cordons sont développés à terre, ils figurent assez bien la grande arête d'un poisson. On fit asseoir les galériens dans la boue, sur les pavés inondés. On leur essaya les colliers, puis 2 forgerons de la Chiourme, armés d'enclumes portatives, les leur rivèrent à froid à grands coups de masse de fer. C'est un moment affreux, où les plus hardis pâlissent. Chaque coup de marteau, asséné sur l'enclume appuyée à leur dos, fait rebondir le menton du patient. Le moindre mouvement d'avant en arrière lui ferait sauter le crâne comme une coquille de noix. Après cette opération, ils devinrent sombres. On n'entendait plus que le grelottement des chaînes, et par intervalles un cri, et le bruit sourd du bâton des gardes Chiourme sur les membres des récalcitrants. Il y en eut qui pleurèrent. Les vieux frissonnaient et se mordaient les lèvres. Je regardais avec terreur tous ces profils sinistres dans leurs cadres de fer. Ainsi, après la visite des médecins, la visite des geôliers. Après la visite des geôliers, le ferrage. 3 actes à ce spectacle. Un rayon de soleil reparut. On eût dit qu'il mettait le feu à tous ces cerveaux. Les forçats se levèrent à la fois, comme par un mouvement convulsif. Les 5 cordons se rattachèrent par les mains, et tout à coup se formèrent en ronde immense autour de la branche de la lanterne. Ils tournaient à fatiguer les yeux. Ils chantaient une chanson du bagne, une romance d'argot, sur un air tantôt plaintif, tantôt furieux et gai. On entendait par intervalles des cris grêles, des éclats de rire déchirés et haletants se mêler aux mystérieuses paroles, puis des acclamations furibondes, et les chaînes qui s'entrechoquaient en cadence servaient d'orchestre à ce chant plus rauque que leur bruit. Si je cherchais une image du sabbat, je ne la voudrais ni meilleure ni pire. On apporta dans le préau un large baquet. Les gardes Chiourme rompirent la danse des forçats à coups de bâton et les conduisirent à ce baquet, dans lequel on voyait nager je ne sais quelles herbes dans je ne sais quel liquide fumant et sale. Ils mangèrent. Puis, ayant mangé, ils jetèrent sur le pavé ce qui restait de leur soupe et de leur pain bis, et se remirent à danser et à chanter. Il paraît qu'on leur laisse cette liberté le jour du ferrage et la nuit qui le suit. J'observais ce spectacle étrange avec une curiosité si avide, si palpitante, si attentive que je m'étais oublié moi-même. Un profond sentiment de pitié me remuait jusqu'aux entrailles, et leur rire me faisait pleurer. Tout à coup, à travers la rêverie profonde où j'étais tombé, je vis la ronde hurlante s'arrêter et se taire. Puis tous les yeux se tournèrent vers la fenêtre que j'occupais. « Le condamné! Le condamné !» crièrent-ils tous en me montrant du doigt, et les explosions de joie redoublèrent. Je restais pétrifié. J'ignore d'où ils me connaissaient et comment ils m'avaient reconnu. « Bonjour, bonsoir !» me crièrent-ils avec leur ricanement atroce. Un des plus jeunes, condamné aux galères perpétuelles, face luisante et plombée, me regarda d'un air d'envie en disant « Il est heureux, il sera rogné. Adieu, camarades !» Je ne puis dire ce qui se passait en moi. J'étais leur camarade en effet. La Grève est sœur de Toulon. J'étais même placé plus bas qu'eux. Ils me faisaient honneur. Je frissonnais. Oui, leur camarade. Et quelques jours plus tard, j'aurais pu aussi, moi, être un spectacle pour eux. J'étais demeuré à la fenêtre, immobile, perclus, paralysé. Mais quand je vis les 5 cordons s'avancer, se ruer vers moi avec des paroles d'une infernale cordialité, quand j'entendis le tumultueux fracas de leurs chaînes, de leurs clameurs, de leurs pas au pied du mur, il me sembla que cette nuée de démons escaladait ma misérable cellule. Je poussai un cri,
Je me jetai sur la porte d'une violence à la briser. Pas moyen de fuir. Les verrous étaient tirés en dehors. Je heurtais, j'appelais avec rage. Puis il me sembla entendre de plus près encore les effrayantes voix des forçats. Je crus voir leur tête hideuse paraître déjà au bord de ma fenêtre. Je poussai un second cri d'angoisse et je tombai évanoui.